Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée au Togo. Et notre dossier du jour portera aujourd'hui sur les réformes constitutionnelles voulues, mais aussi très attendues par les Togolais depuis 2006. Mais avant cela, l'actualité avec au programme la visite d'État en France ce lundi du président sénégalais Macky Sall. Une visite aux enjeux très économiques également dans l'actualité. Le gouvernement sud-africain qui relance la question du retrait de l'Afrique du Sud, donc de la Cour pénale internationale. Et pour décortiquer de cette actualité, sur ce plateau, Madame Cécilia Wilson, politologue, bienvenue. Merci. Également aussi sur ce plateau, Madame Brigitte Améganvi, consultante de planification stratégique, bienvenue et merci d'être avec nous. Malika Cher, notre éditorialiste, nous accompagnera également tout au long de cette émission. Bienvenue Malika. Merci beaucoup. Alors tout de suite, l'info du jour. Alors, le président sénégalais Macky Sall est ce lundi en visite officielle en France. Lui et son homologue français Emmanuel Macron qualifient cette visite de prise de contact. Mais au-delà, il s'agit d'une visite aux enjeux multiples pour le Sénégal, pour qui la France demeure le premier investisseur. Les précisions de Sharon Camara. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu à l'Élysée lundi 12 juin par son homologue français Emmanuel Macron. Au sommaire de cette première rencontre entre les deux chefs d'État, les grands dossiers de coopération qui lient les deux pays. Lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques. Ensemble, nous avons évoqué, vous l'avez rappelé, des questions d'intérêt commun, en particulier pour le suivi de la coopération bilatérale, qui est une coopération sans nuage, à tout point de vue. Et c'est exceptionnel, et il faut le souligner. Une coopération bilatérale donc entre les deux pays, la France et le Sénégal, dans le contexte de ma visite d'État du mois de décembre. Déjà, plusieurs accords avaient été signés, 10 accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération. Un renforcement de la coopération qui se traduit par la mise en place de nombreux projets d'infrastructures, tels que la création d'un TER à Dakar, la capitale, l'investissement dans les énergies renouvelables ou encore la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Le défi du terrorisme a également occupé une place importante lors de la rencontre des deux chefs d'État. L'Afrique de l'Ouest, où la France est présente militairement, est toujours en proie à une menace importante. Je me réjouis parce que nos deux pays entretiennent des relations extrêmement fortes qui ont la force à la fois de l'histoire, mais aussi d'un nouveau partenariat rééquilibré et de nombreux projets d'avenir que nous avons évoqués durant notre échange. Pourquoi? Parce que nous faisons aujourd'hui face à des défis communs. Et ce sont ceux-ci que nous avons d'abord couverts. Le défi du terrorisme, du fondamentalisme et des nombreux déséquilibres régionaux que nous suivons très étroitement donc, avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, en tournée européenne, passera également par l'Allemagne dans le cadre de la réunion préparatoire du G20. Le chef d'État sénégalais n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à l'accord de Paris, au cœur de l'actualité depuis l'annonce du retrait des États-Unis. Alors Malik, le président Macky Sall était déjà en France, c'était au mois de décembre à l'époque, sous la présidence de François Hollande. Avec cette nouvelle visite, est-ce qu'il s'agit de se rassurer en quelque sorte sur les différents contrats qui ont été passés à l'époque? Je pense que c'est une visite qui est normale. Je prendrai cet adjectif-là. Non, puisque les contrats passés sont des contrats en général à long terme qui ne se remettent pas en cause du jour au lendemain. Je pense qu'il y a cette volonté justement de la France et du Sénégal de réaffirmer leurs ambitions, c'est-à-dire de renforcer le partenariat économique. Il faut voir maintenant quelle sera la place de l'Afrique dans la politique française et comment la France, justement, utilisera, je dirais, son activisme au sein de la politique africaine. Néanmoins, il faut noter que le Sénégal est présent en Afrique de l'Ouest. Il est très actif, c'est un pays très actif, notamment dans les médiations et les conflits qui peuvent survenir en Afrique. Macky Sall, il faut dire, a eu un volontarisme assez intéressant et assez actif au sein de la CEDEAO, par exemple. Et le Sénégal est aussi actif dans le maintien de la paix au Mali, vous le savez. Et la France est liée
avec le Sénégal justement sur le front du terrorisme. Et la question sécuritaire est une question de plus en plus prenante en France et l'opinion publique est attachée à cette question de la sécurité en France. Et je pense que Emmanuel Macron a pris conscience que finalement la coopération aussi, ce n'est pas juste une coopération économique qu'il faut avoir avec l'Afrique, mais c'est une coopération qui doit être renforcée sur le plan sécuritaire. Et je pense que cette thématique-là occupe de plus en plus entre la France et le... Alors justement, Cecilia Wilson, donc la coopération entre l'Afrique et la France sur le plan du terrorisme. Donc au menu de cette rencontre, on sait que la France appuie le Sénégal dans la formation des armées, par exemple. Mais sur le plan, par exemple, du renseignement, est-ce que cette rencontre peut porter justement sur un renforcement des services de renseignement sénégalais afin de collaborer davantage sur cette question ? Alors, sur la question des services secrets, c'est une question assez délicate, un peu tabou aussi dans les relations internationales. Il faut savoir que l'Afrique et la France, le continent africain, c'est-à-dire les anciennes colonies et l'État français ont souvent été dans des rapports d'amour et de haine, je dirais. Et l'histoire qu'il y a avec les services secrets français est très douloureuse. Elle est notamment très liée au passé avec Jacques Foccart. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir si finalement le président Macron a fait renouveler derrière les services secrets français ou pas, ou si ce sont toujours les mêmes en fait qui tiennent les rênes. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun changement à attendre. Alors, Madame Brigitte Améganvi, un petit retour quand même sur la thématique économique. Quels sont aujourd'hui les gros contrats qui lient le Sénégal à la France? On pense notamment au pétrole sénégalais avec peut-être Total qui devrait intervenir. Tout à fait. Le Sénégal présente l'avantage d'être un pays où ont été découverts récemment des gisements d'hydrocarbures, de gaz naturel notamment, et un pays également sur lequel on peut, d'entrée de jeu, commencer un développement basé sur une diversification énergétique en exploitant le potentiel du solaire et des énergies renouvelables. Donc je pense que c'est un enjeu assez important, aussi bien pour l'Afrique que pour la France, où il y a une nouvelle économie qui va se développer justement sur la base de ces énergies renouvelables, ce qui permettra également d'éviter les erreurs des industrialisations historiques exagérément basées sur les énergies fossiles et qui aboutissent à l'impasse que l'on connaît. Alors Malik, les premières exploitations au Sénégal sont prévues pour, il me semble, 2021. Est-ce que le gouvernement sénégalais s'est doté d'une stratégie assez claire pour, en tout cas de structures solides pour pouvoir mener les négociations et sortir finalement gagnant ? C'est très difficile parce que nous sommes dans un domaine qui est très naissant. L'exploitation des hydrocarbures au Sénégal va débuter d'ici peu. Et donc, il est très difficile d'ailleurs d'estimer les réserves du Sénégal ou du moins le potentiel énergétique parce que notamment le pétrole sénégalais, qui est un pétrole offshore, est plus difficile à faire sortir et plus difficile à raffiner. Donc, bien évidemment, j'imagine qu'il y a eu une stratégie qui a été mise en place. Néanmoins, vous ne pouvez pas comme ça avoir une stratégie sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas encore quelles sont les capacités justement du Sénégal à pouvoir raffiner par exemple le pétrole. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été évoqué tout juste à l'instant, c'est que le Sénégal aurait davantage, je dirais, aurait de meilleures potentialités à miser sur la diversification énergétique, notamment le solaire. Le pétrole serait quand même une complémentarité parce que nous sommes dans une phase où les pays diversifient de plus en plus leur énergie et l'exploitation du pétrole dans un contexte international un peu troublé où les cours du prix du baril ne sont pas forcément hauts ne serait pas forcément un avantage pour le Sénégal. Donc la diversification énergétique serait davantage une solution pour ce pays-là, d'autant plus que l'accroissement énergétique démographique fait qu'il y a une consommation énergétique de plus en plus importante. Alors, une toute dernière question très rapide, toujours sur le Sénégal. En Afrique de l'Ouest, la France
France est actuellement concurrencée par la Chine, la Turquie, mais aussi le Maroc. Il s'agit par conséquent pour la France de se repositionner et d'asseoir en quelque sorte une position de force. Comment le Sénégal peut tirer justement profit de toute cette concurrence? La France a perdu du terrain, non seulement au Sénégal, mais dans d'autres pays. Le Sénégal, justement, voit cette concurrence d'un bon oeil parce que vous avez face au Sénégal des clients de pays dits industrialisés qui proposent la réalisation de projets, par exemple, à un coût de plus en plus bas. La Chine, c'est sa force, c'est de proposer justement des partenariats avec les pays africains, pas souvent gagnant-gagnant. Il y aurait matière à rediscuter de tout ça. Mais la Chine propose des projets à moindre coût. Et face à cela, la France a du mal justement à concurrencer la Chine et les grandes puissances. Et moi, je dirais que l'atout de l'Afrique, c'est justement de renforcer le commerce communautaire. C'est comme ça qu'on arrivera à peser sur l'échelle internationale. Certes, il faut attirer les investisseurs étrangers, mais il faut davantage se faire confiance entre pays africains. Nous avons des géants dans la région. Le Nigeria, par exemple, est un excellent et un formidable investisseur au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et ça pourrait être là un acteur majeur dans les années futures, plutôt que de se faire référencer davantage aux pays dits industrialisés qui sont parfois sur des croissances plutôt molles. Alors, autre actualité en Afrique du Sud, malgré l'invalidation par la justice de la décision du pays de se retirer de la CPI, le gouvernement n'en démord pas. Les autorités laissent en effet entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la CPI. Je propose d'écouter l'une des ténors de l'ANC, justement. Le processus de retrait de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale est toujours en cours, aussi bien au niveau du gouvernement que du Parlement, afin de respecter toutes les procédures prévues. Le retrait de l'Afrique du Sud se fera d'abord en concertation avec l'Union africaine. Nous discuterons des amendements à apporter au statut de Rome et du renforcement des instruments et organes juridiques de l'Union africaine. C'était donc Edna Molewa. Alors, Cecilia Wilson, en mars, l'Afrique du Sud avait officiellement retiré sa lettre annonçant son retrait justement du statut de Rome. Pourquoi l'ANC relance tout d'un coup cette question alors qu'elle a été jugée inconstitutionnelle? Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que quand la lettre a été envoyée, la CPI a dit non, tout simplement parce qu'elle disait qu'il faut absolument un accord du Parlement sud-africain, sinon la demande est totalement invalide. Et c'est pour cette raison qu'ensuite il a fallu un long processus, il a fallu repasser par le Parlement pour obtenir son accord, et cette fois ils l'ont obtenu en fait. Donc ils sont bien décidés à sortir de la CPI en juillet 2018. Alors Brigitte, l'ANC est actuellement embourbée dans plusieurs scandales de corruption. Est-ce que ce non-renoncement finalement, est-ce que c'est pas là une manière de détourner un petit peu, se détourner un peu de l'essentiel? Oui, effectivement, ça peut avoir figure de leurre pour détourner l'attention des problèmes de fond. C'est un peu dommage. Quand on sait que la CPI est une juridiction d'exception pour les crimes les plus graves, et que l'Afrique du Sud a joué un rôle important à la mise en place de cette Cour pénale internationale qui statue uniquement sur les cas les plus graves de violation des droits humains lorsque les juridictions nationales sont défaillantes. Donc elle n'a pas de raison particulière de craindre quoi que ce soit de la CPI, à partir du moment où c'est un état de droit démocratique. Donc tout ça, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Vous êtes Et je ne vois pas pourquoi les pays africains ou les dirigeants africains seraient les seuls à avoir le droit de massacrer, de tuer leur population impunément. Voilà. C'est un faux procès qui est fait à la Cour pénale internationale. D'autant plus qu'il existe des moyens d'améliorer le fonctionnement et les choses qui ne vont pas bien. Malik, vous êtes d'accord avec cette analyse ? En partie. On n'a pas de juridiction qui soit équivalente à la CPI en Afrique. Donc, dès lors qu'on n'en a pas, à quoi ça sert justement de se retirer de la CPI? Nous ne sommes pas encore capables en Afrique, malheureusement. Nos pays africains ne sont pas encore capables de se mettre d'accord sur l'aboutissement d'une juridiction qui serait équivalente. Si on arrive justement à ce débat-là et on arrive à mettre en place cette institution-là en Afrique, alors dès lors, on pourra procéder à ce protocole de retrait de la CPI. Mais pour l'heure, ça n'a pas
pas été le sujet. Donc, je pense que vous avez raison dans votre analyse quand vous dites que c'est un débat pour que l'ANC redore un peu son blason, parce que c'est un parti qui est effectivement en difficulté à l'approche de la présidentielle. Et d'ailleurs, il faudra... j'ouvre ici une parenthèse, mais il faudra voir son score lors de la prochaine élection présidentielle qui, à mon sens, sera beaucoup moindre que la précédente élection présidentielle à cause des scandales à répétition. Donc il y a cette volonté, je pense, de vouloir aborder un thème sur le plan international, justement pour essayer d'avoir un peu plus de crédibilité auprès de l'opinion publique. Mais il faudra voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un retrait qui n'est pas opportun à l'heure actuelle. Il sera opportun, ce retrait général des pays africains, quand on aura une juridiction similaire. Cécilia, et quel est aujourd'hui le positionnement de l'opposition sur cette question? Je pense notamment par exemple à Julius Malema ou bien à Maïmane. Comment ils se positionnent sur ce retrait? Alors, à mon avis, Julius Malema et son parti sont évidemment pour le retrait de la CPI. Mais ils vont faire du bruit parce qu'on connaît son parti, on sait qu'il travaille beaucoup sur le populisme contre le gouvernement. Maintenant, les autres acteurs de l'opposition sud-africaine se positionnent peut-être sur un avis plutôt au milieu. Mais c'est une stratégie politique parce qu'au fond, tout le monde est content de voir l'Afrique du Sud sortir de la CPI. Je le crois très sincèrement, dans la mesure où c'est une décision qui est arrivée juste après ce qui s'est passé avec le président Uhuru Kenyatta, qui a été traîné devant la CPI. Et ensuite, il y a eu une grande réunion de chefs d'État et le président Kenyatta avait proposé... il avait dit à ses homologues, sortons tous, parce que ça ne va plus, parce que cette cour, en fait, elle a 10 cas. Je prends un exemple, elle a 10 cas, et sur ces 10 cas, 9 cas sont africains. Donc, à un moment donné, voilà. Il faut sortir de là. Il faut sortir. Très bien, alors on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.